L'Occident est une exception. C'est une exception parce qu'il accorde une valeur particulière à l'individu, il a ce concept d'individu, et ça lui permet de ne pas concevoir la société comme une totalité, mais simplement comme une addition de volontés individuelles. Évidemment, on reconnaît là le principe de la démocratie, la question de la volonté individuelle. Alors, Dumont se pose la question comment s'est apparue cette exception? Alors évidemment, ça semble évidemment lié un peu au christianisme, mais le christianisme, d'où est-ce que ça vient? Alors, Dumont a une sorte de théorie qu'il n'exprime pas vraiment, parfois dans ses travaux, mais qui est en grande partie, mais il est persuadé de ça. Comme vous le savez, il y a des contacts très anciens entre le monde hellénique et l'Inde. Alors, en Inde, il y a un truc particulier, c'est ce qu'on appelle le renonçant. Il y a un statut qui est celui du renonçant. On connaît ça en Europe, hein, c'est le type qui abandonne sa vie. Dumont a dans son Homo hierarchicus, il y a un... Excusez-moi, il a des annexes, et dans une des annexes, c'est sur le renonçant, et c'est vraiment une annexe formidable. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est le renonçant? Le renonçant, c'est un type qui a fait sa vie, qui a un certain âge, et qui, à un moment donné, dit à sa famille, il dit « Je vais faire mes propres funérailles ». Donc il organise ses propres funérailles, sa crémation. Il ne meurt pas, il organise ses funérailles. Il organise son héritage, il transmet ses biens à ses enfants, et il quitte le monde. Il s'en va, et il devient un renonçant. Parfois, il va dans la forêt, il va vivre comme un mendiant, il va mendier sa nourriture, et il va plus s'intéresser qu'à une seule chose, c'est sa propre délivrance, moksha. Parce que les Indiens se considèrent comme pris dans un cycle de réincarnation, et l'idéal est d'arrêter ces réincarnations pour arriver au nirvana, c'est-à-dire à une sorte d'arrêt total de la vie et de se confondre avec le cosmos. Donc ça, c'est les idées religieuses. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans une société comme l'Inde, où tout le monde est assigné à une place particulière, on peut sortir des castes et dire, bon, maintenant c'est fini. Je n'ai plus de vie sociale, j'ai plus d'enfants, hein, quand on parlait tout à l'heure de la parenté, j'ai plus d'enfants, j'ai plus de femmes, je suis plus un kshatriya, ou je suis plus un marchand, je suis plus ça, je suis rien. Et je m'occupe que de moi et de mon avenir dans l'au-delà. Alors, c'est une sortie du monde, et Dumont dit, le renonçant, c'est un individu hors du monde. C'est-à-dire qu'il sort du monde pour s'occuper uniquement de lui-même. Il n'a plus aucune relation avec les gens. Si les enfants viennent le voir, il ne les reconnaît pas. Il n'a plus de relation. Il est en dehors du monde, il est comme un mort, il est en dehors du monde. Donc, en Inde, ce n'est pas que l'individu n'existe pas, mais il existe à côté du système des castes. Pour devenir un individu, on doit sortir du système des castes, et il y a des possibilités de sortir du système des castes. Alors, Dumont dit, c'est très possible qu'en Grèce,
que les Grecs aient vu ce système, parce que dans la philosophie grecque, il y a un certain nombre de mouvements où on a affaire à des individus hors du monde. Comme vous savez, c'est des écoles, etc. Et c'est des gens qui s'isolent du monde pour réfléchir, pour avoir une sorte de pensée critique sur le monde. Et même dans le platonicisme, il y a une partie d'extramondénité, hein, de vivre en dehors du monde. Et il dit c'est possible qu'il y ait eu une sorte de transmission de cette idée indienne, parce qu'il y a plein d'autres choses. Hein. Nous sommes dans des sociétés qui sont... On est originaire de l'Inde, hein, d'une certaine manière. Hein. Ce n'est pas la seule chose qui serait passée, hein, bien sûr, puisque les langues sont indo-européennes, etc., etc. Les trois fonctions, comme disait Dumézil, etc. Donc on a plein de choses qui viennent de l'Inde. Ce ne serait pas unique. Et à travers cette transmission qui passe par les Grecs, on aurait à la suite des chrétiens, ça, le passage entre les Grecs et les chrétiens, on le connaît, c'est évidemment avéré. Et qu'est-ce qu'on retrouve chez les chrétiens? C'est ce que dit Dumont, c'est les premiers siècles du christianisme, c'est des chrétiens hors du monde. C'est des gens qui sont en dehors du monde. Ils sont chrétiens, mais la vie ne les intéresse pas. Hein, ce qui compte, c'est la vie dans l'au-delà. La vie dans le monde n'est pas importante. Et ils sont vraiment marginalisés. Hein, on les bouffe, on les envoie au lion pour être bouffés. C'est des gens qui sont vraiment hors du monde. Ils sont comme les renonçants, d'une certaine manière. Ils ne participent pas à la vie sociale chez les premiers chrétiens. Et puis, progressivement, dit Dumont, l'individu entre dans le monde. Normalement, l'individu, il est hors du monde, c'est-à-dire que ici, ce n'est qu'une vallée de larmes, et en fait, la réalisation de l'individu, elle se fait dans l'au-delà. Mais progressivement, l'individu rentre dans le monde, et avec cette entrée du monde, il y a l'idée aussi que l'on veut créer un paradis sur Terre. Il n'y a aucune raison d'attendre de mourir pour être au paradis. On peut faire le paradis sur Terre. Et le paradis, c'est quoi? C'est un individu. C'est-à-dire, c'est l'indépendance de l'individu. Elle n'est pas donnée. Elle est donnée au paradis, bien sûr. Mais elle n'est pas donnée sur Terre. Donc c'est quelque chose qu'il faut acquérir. Et dans ce chemin de l'indépendance de l'individu, évidemment, on en connaît les étapes. Il y a d'abord le politique, hein, la Révolution française, qui se fait par le politique, Rousseau, etc. Mais il y a la deuxième étape, c'est l'économie, qui amoindrit le politique. Hein. L'économie amoindrit le politique. On voit très bien ce qui se passe avec nos politiciens. Ils sont que des ombres au service de l'économie, d'une certaine manière. Hein. On les juge à leur performance économique et ils devraient être des grands économes. Donc l'économie amoindrit le politique pour réaliser chaque individu dans une théorie économique de la valeur. Chaque individu est sur un marché et il est équivalent à tous les autres. Et il a exactement les mêmes chances que les autres. C'est ça la théorie de l'économie, hein, c'est qu'il y a un marché transparent et que chaque individu est parfaitement égal à tous les autres. Il a toutes les informations possibles et il est parfaitement égal à chaque seconde à tous les autres. C'est évidemment jamais réalisé dans la réalité, mais c'est ça la théorie économique. C'est une théorie qui aboutit à la capacité de chaque individu à vivre au maximum, hein, de ses capacités dans le monde. Toujours à maximiser son profit. Donc, d'où il y a une tas de théories comme la théorie transactionnaliste où on pense que l'homme est quelque chose qui maximise toujours son profit. Ça me fait penser au psychanalyste qui dit toujours « il y trouve son compte ». Même quand on a un accident très grave, on est handicapé, dans une chaise roulante, oui, mais il y trouve son compte. C'est vrai, c'est une théorie, mais c'est une théorie extrêmement individualiste, parce qu'elle n'est centrée que sur le compte individuel. C'est jamais sur un compte collectif. C'est toujours sur un compte individuel qu'on y trouve son compte.
Voilà. Donc la théorie, voilà, vous voyez là, il y a une sorte de continuité entre une formule indienne où on a une société holiste avec un individu hors du monde et une société occidentale où, au contraire, les individus sont rentrés dans le monde et, d'une certaine manière, l'ont transformé en un monde d'individus. Voilà pour Dumont. Alors, Dumont, après avoir fait cette théorie de l'individu, après avoir fait la théorie économique de Menville à Marx, il montre finalement, il étudie Marx, et ça les gens lui en ont toujours voulu, c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne l'aime pas beaucoup à l'époque, il montre que Marx, c'est une théorie parfaitement individualiste, que la théorie du social, ce que Marx appelle le social, c'est un social fait d'individus. Il n'y a pas de société dans Marx. Il n'y a que des individus. Le kolkhoz, c'est que des individus. Il n'y a pas de société. Et il n'y a qu'un seul motus vivendi, mobile, c'est le pouvoir. Hein. Marx, c'est le pouvoir et les individus. Voilà, Dumont résume Marx à ça, et ça, on lui a beaucoup voulu de ça, parce qu'il y a un romantisme autour de Marx. Hein, mais finalement, Marx finit par quoi? Quand il envisage le communisme, il dit, quand il n'y aura plus d'État, chacun fera ce qu'il voudra. Chacun fera ce qu'il voudra. C'est quand même, on ne peut pas faire plus individualiste que ça. Donc on finit par ça. Alors après avoir travaillé sur cette notion d'individualisme, Dumont revient à son expérience allemande et se pose la question, il se dit, qu'est-ce que c'est que le nazisme? Donc il travaille sur l'idéologie allemande, il commence avec Kant et il finit un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Il fait une histoire de la pensée. Là, il ne fait pas vraiment d'ethnographie. Hein. C'est déjà extrêmement volumineux ce qu'il fait. Donc, il s'intéresse qu'aux étapes de la pensée et il essaye de regarder comment certaines notions, comme Volk, le peuple, Bildung, etc., se sont transformées au fil des années entre Kant et les nazismes. Et moi qui ai suivi son séminaire, j'ai trouvé ça extrêmement impressionnant parce que on voyait vraiment, quand j'ai commencé à comprendre ce qu'il disait à son séminaire, on voyait comment, finalement, personne n'est responsable de ce qui s'est passé dans le nazisme. C'est-à-dire que les notions se sont transformées petit à petit. Chacun a apporté un nouvel auteur, a transformé un petit peu la notion, et puis un autre a transformé un peu, etc. Et à la fin, c'était presque inéluctable ce qui allait se passer. On voyait que les choses allaient arriver parce qu'on voyait les concepts qui étaient partis dans d'autres directions au départ, en train de se fermer sur cette idéologie nazie du peuple allemand qui avait une mission dans le monde à purifier la race, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il en déduit, Dumont? Je ne vais pas rentrer dans le... Non. Il déduit d'abord que les Allemands, pour faire bref, les Allemands, quand il y a eu la Révolution française, les Allemands se sont dit, comment ces Français, ils font cette révolution, ça a l'air pas mal, on devrait être capable, nous les Allemands, de faire beaucoup mieux qu'eux, parce que c'est pas mal ce qu'ils ont fait, mais on devrait faire mieux. Et donc les Allemands commencent à essayer d'intensifier l'individualisme. Ça, c'est une notion très importante chez Dumont, c'est l'intensification. Dans l'individualisme, les choses s'intensifient et deviennent extrêmement dangereuses. La même idée qui, quand elle est pas intensifiée, va bien, la même idée, quand elle devient intensifiée, devient extrêmement dangereuse.
je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais on peut penser à des exemples actuels sur l'intensification. Et donc, il montre qu'il y a une intensification chez les Allemands de l'idée d'individualisme et qu'il se combine avec la notion de peuple de Volk et de Bildung allemand, l'individualisme étant réservé à la Bildung et le peuple étant au contraire une idée collective. C'est-à-dire que les Allemands intensifient à la fois l'individualisme et l'idée de peuple. Ils ne lâchent pas les deux. Et c'est les deux choses qui s'intensifient en même temps qui donnent le nazisme. Alors, Dumont en déduit que le totalitarisme, c'est une sorte de maladie de l'individualisme. Quand l'individualisme s'intensifie, eh bien, ça se transforme en totalitarisme. Pourquoi ? Parce que l'individualisme trop extrême est invivable et on a besoin d'une idée forte de peuple ou de totalité, mais de totalité, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Aujourd'hui, on appelle ça le populisme, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose, ça ne correspond à aucune idéologie particulière, mais c'est juste une totalité. Et la combinaison de cet individualisme intensifié avec cet objet qui est une sorte d'idée abstraite qui ne correspond à aucune totalité particulière ou aucun raisonnement particulier, donne le totalitarisme. Et donc il a appelé ça la maladie, le totalitarisme, la maladie de l'individualisme, l'intensification produisant des totalitarismes. Et il voit, par exemple, dans le stalinisme, la même chose que dans le nazisme, c'est-à-dire une intensification de l'individualisme, avec par ailleurs une sorte de création d'un fantôme, le peuple, etc., mais qui n'a aucune réalité et qui se combine avec les deux et qui fait un totalitarisme extrême. Voilà pour Dumont, je vais peut-être en rester là avec Dumont, parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie à essayer de m'expliquer Dumont et essayer de l'expliquer aux autres. Mais j'ai décidé il y a quelques années d'arrêter de faire ça. J'ai passé assez de temps avec Dumont. Maintenant, je peux me promener tout seul. Je suis grand.